Bon, rapidement, je vais juste commencer par présenter notre organisme puis le projet dans lequel s'insère cette conférence. Puis ensuite, je vais pouvoir laisser la parole à notre conférencière ce soir pour la conférence sur le loup. Tout d'abord, cette formation, cette conférence, elle s'inscrit dans l'initiative québécoise Corridor écologique. Cette initiative propose une approche collective de l'aménagement du territoire afin d'augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. Ça vise à consolider l'engagement des acteurs municipaux, des citoyens propriétaires de l'eau boisée, des agriculteurs, puis autres acteurs clés de l'utilisation du territoire. Puis pour faire ça, on a des activités de mobilisation, du renforcement de capacité, la reconnaissance, l'accompagnement dans l'action. C'est réalisé à l'échelle provinciale dans 11 régions du Québec. L'initiative est coordonnée par Conservation de la Nature Canada. C'est mis en œuvre par 10 organismes. Nous, on est responsable de la région des Laurentides. Puis, il y a une centaine d'experts aussi là, qui sont inclus dans le projet. Le projet, il bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action Climat Québec, puis il rejoint les objectifs du plan pour une économie verte 2030. La conférence d'aujourd'hui est aussi rendue possible grâce à la Fondation ECO et évidemment la CEPAC. Je n'ai pas pensé mettre leur logo ici. Désolée. Éco-Corridor Laurentien, on est un organisme de bienfaisance qui, depuis 10 ans, met en œuvre une stratégie de conservation des milieux naturels et de protection des corridors écologiques dans les Laurentides. Notre vision, c'est de relier le Parc national d'Oka au Parc national du Mont-Tremblant par un réseau d'éco-corridors et d'aires protégées interconnectées qui traversent le territoire des Laurentides. Pour y arriver, on accompagne les MRC, les villes et les municipalités, les organismes de conservation, les propriétaires en milieu forestier et en milieu agricole, avec leurs représentants aussi. On travaille aussi avec les ministères et les universités. On aime bien dire qu'on ne connecte pas juste les milieux naturels, mais également les acteurs du territoire entre eux. Là, la concertation, c'est vraiment important pour nous. Ici, c'est notre territoire d'action. C'est presque toutes les Laurentides, sauf Antoine Labelle en haut. On a développé un modèle de connectivité pour chacune de nos espèces focales, incluant entre autres le loup. Parce que les grands carnivores, comme le loup, c'est des candidats idéaux pour une analyse de connectivité puisqu'ils vivent en faible densité de population puis ils nécessitent un très grand territoire pour se nourrir. Ils sont parmi les premiers à être impactés par une perte de connectivité dans le paysage. Mais Sylvie va pouvoir vous en parler plus en détail là, pendant la conférence ce soir. Puis pour faire notre modélisation des corridors, on a identifié des superficies continues de terre qui englobent la route puis qui ont le moins d'obstacles pour une espèce qui se déplace entre des blocs d'habitat qui se trouvent être des noyaux écologiques. Puis ici, on les voit, c'est des noyaux verts, comme ça. Les corridors en mauve identifient les zones importantes pour la conservation de la connectivité, tant pour les espèces focales que pour les communautés végétales et animales plus générales. Fait que ça, ici, c'est tous les groupes d'espèces qu'on a utilisés pour faire la modélisation. Fait que la modélisation ici qu'on a faite, ça nous permet d'identifier un réseau de corridors principaux qui vont assurer la pérennité des espèces et des services écosystémiques, puis vont permettre une adaptation au changement climatique à l'échelle régionale. Cette analyse-là, elle évite les zones habitées qu'on voit en jaune dans le fond de carte. Elle inclut les aires protégées qui sont délimitées en jaune, puis elle inclut aussi les mentions d'espèces en situation précaire. Puis les corridors ils ont au moins 1 kilomètre de large pour assurer un déplacement sécuritaire pour les espèces. Comment qu'on fait pour favoriser le déplacement des espèces? Vous avez sûrement déjà entendu parler de corridors écologiques, trame verte, corridor vert, éco-corridor, corridor phonique. C'est tous des termes qui parle d'un axe naturel qui connecte des noyaux de conservation puis qui est sécuritaire pour le déplacement des animaux où les espèces végétales peuvent se propager et où les échanges génétiques sont possibles. Ça peut être par des corridors d'habitat linéaires, des corridors pas à pas, des corridors en mosaïque quand il y a plusieurs types d'habitats qui sont connectés entre eux.
Ici, je vais vous montrer des exemples là, de corridors, par exemple en milieu agricole, les bandes riveraines le long des cours d'eau, ils permettent de conserver des habitats diversifiés puis riches en biodiversité que les espèces fauniques peuvent utiliser pour leur déplacement puis leurs différentes étapes de vie. Ici, en milieu plus urbain, où il y a une bande de végétation qui est assez large puis qui est bien implantée, mais est quand même fragmentée par une route. Dans ce temps-là, il y a des solutions qui existent, comme des passages phoniques. C'est ça le que tu avais eu à l'école? Ça ressemble à ça? Non. Je vais vous demander de fermer vos micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas c'est qui. Ah, merci beaucoup. Donc, il y a des solutions qui existent là, quand il y a des routes qui fragmentent des corridors. Ici, on voit un viaduc qui peut être utilisé comme corridor de déplacement quand ça, c'est assez naturel. Puis sinon, en particulier, par exemple, on a travaillé à Ivry sur un viaduc de la 117 qui passe, puis en dessous, il y a le sentier du Petit Train du Nord qui passe, puis qui était quand même assez large pour permettre un aménagement. Fait que dans le fond, il y a le sentier du Petit Train du Nord, puis on a réussi à faire à côté un aménagement pour naturaliser un peu le passage, pour favoriser le déplacement des espèces. On voit ici un orignal et un chevreuil qui ont utilisé le passage phonique sous la 117. Sinon, une autre chose qu'on fait, c'est la science citoyenne. Entre autres, je vous invite à aller visiter le site Internet par la suite là, sur iNaturalist. Il y a le programme Stop Carcasse Laurentide. Ça permet aux citoyens de partager leurs observations d'animaux en bordure des routes. Puis après, c'est des informations qu'on peut utiliser pour savoir où sont les concentrations de mortalité le long des routes, puis quelles espèces sont les plus touchées, puis à quelle période. Fait que c'est des informations qui pourront être utilisées éventuellement aussi dans des programmes de suivi de corridors, de passages phoniques, routiers, problématiques, des choses comme ça. Fait que je vous invite à y participer. Vous pouvez le faire quand vous vous promenez à pied, en vélo, en auto. Là, toujours garder en tête la sécurité avant tout. Mais si vous trouvez un animal mort en bord de route ou un animal qui traverse la route, là, vous pouvez partager vos observations sur cette plateforme-là. Donc, c'était ça pour moi. Encore une fois, merci beaucoup d'être ici ce soir pour en apprendre plus sur le loup puis participer à votre manière à la consolidation des corridors écologiques des Laurentides. Je vous invite à visiter notre site web pour avoir plus d'informations sur notre organisme. Puis vous pouvez vous abonner à notre infolette et notre page Facebook là, pour suivre nos projets de connectivité et de conservation dans les Laurentides. Et je ne sais pas s'il y a des questions pour cette première partie sur notre organisme et les corridors. Sinon, je vais laisser la parole à Sylvie Gobeil, garde-parc naturaliste du Parc national du Mont-Tremblant pour la conférence de ce soir. Je vais terminer mon partage d'écran. Sylvie, tu vas pouvoir partir le tien. Dans l'Anaudière, il y a un organisme semblable à nous. Ils n'ont pas nécessairement des corridors. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Écosystème Lanaudière, si je ne me trompe pas, qui font la conservation de milieux naturels. Dis-moi, Josiane, est-ce que tu vois? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Excellent. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, je viens vous parler d'un sujet à la fois fascinant et mystérieux, le loup. J'aimerais vous amener à mieux le connaître et mieux comprendre son rôle écologique dans l'écosystème. Pour terminer, je vais vous faire mieux connaître quelles sont les menaces qui pèsent sur les loups du parc et de la région et quelles sont les pistes de solutions pour assurer sa conservation. Je vais faire quelques arrêts au cours de la conférence qui va durer un peu plus d'une heure. Alors, je vais y aller par bloc, puis comme ça, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis à la toute fin également, je prendrai un peu de temps si vous avez des questions pour moi.
Alors, c'est bon, on y va. D'abord, je vous présente le Parc national du Mont-Tremblant. C'est un grand territoire de 1510 km² qui fait presque 3 fois la grandeur du territoire de l'île de Montréal. C'est 400 lacs, c'est 6 rivières, situées dans la vieille chaîne de montagnes des Laurentides, au sommet arrondi, usé par des millions d'années d'érosion, des forêts d'érables, de sapins, d'épinettes. C'est également le plus grand territoire protégé au sud de la province. Quand je dis au sud de la province, là, je veux dire au sud du 49e parallèle. Ça veut dire à peu près Sept-Îles, Baie-Comeau, donc même peut-être Chibougamau, là, sur la limite. Là. Alors, au sud de ça, ça fait partie d'un vaste réseau de parcs nationaux, de 24 parcs nationaux qui sont gérés par la CEPAC. On dit que c'est un territoire protégé, donc la loi sur les parcs interdit de faire plusieurs activités d'exploitation. Par exemple, c'est interdit de faire des activités d'industrie forestière, de développer le résidentiel, industriel aussi, villégiature. La chasse est interdite et le piégeage, des activités agricoles également. On peut faire beaucoup d'activités, par contre, dans le parc, des activités qui sont en harmonie avec le milieu naturel et qui favorisent la découverte. Une de celles-ci, c'est le camping, qui est très populaire au parc. Il y a plus de 900 sites de camping. L'hiver, on peut y pratiquer le ski de fond, la raquette et la marche. L'été, les activités nautiques sont très populaires. Toutes les activités sans moteur à essence. La baignade, la pêche avec des règles bien spécifiques aux parcs nationaux et des activités de découverte avec les naturalistes pour mieux connaître la faune et les différents aspects du parc. Bien sûr, dans ce vaste territoire, il y a plusieurs meutes de loups qui y vivent. D'ailleurs, on a choisi le loup pour être notre animal emblème parce qu'on trouve qu'il représente bien le grand territoire naturel avec une abondance de proies. Puis c'est ça que les meutes ont besoin pour survivre. À propos du loup, il y a encore beaucoup de mythes qui subsistent. Voyons voir un peu. Quand vous voyez cette photo, qu'est-ce qui vient en vous? Quel est le sentiment qui monte? Quand je pose cette question-là, souvent les gens me répondent la tendresse, l'amour, c'est une belle image, ça amène des bons sentiments aussi. Bien, sur le loup, les bons sentiments, auparavant, il n'y en avait pas. Au contraire, aujourd'hui, heureusement, de plus en plus de gens aiment les loups, ce qui est très bon, mais par le passé, ce n'était pas du tout le cas. Le loup était plutôt détesté, haï, on voulait l'exterminer et l'éliminer. Quand les Européens sont arrivés en Nouvelle-France vers les années 1600-1700, ils ont amené avec eux aussi cette haine du loup qui était déjà présente en Europe. Et ça a eu beaucoup d'effets négatifs sur les populations de loups. Je vais vous montrer une autre image qui est moins belle, celle-ci. Alors, vous voyez, ça, c'est dans la région, il n'y a pas si longtemps, 1967. Des loups comme ça qu'on abattait à vue, qu'on empoisonnait souvent. Parfois, on enfumait les tanières. Alors, on voulait vraiment l'éliminer, l'exterminer. Même dans le parc du Mont-Tremblant, regardez, en 1961, la Baccagnole, c'est le nom d'un camping. Alors, de 1792 là, à 1973, le gouvernement même encourageait les gens à éliminer les loups. Il donnait des primes, le gouvernement donnait des primes aux gens quand ils rapportaient une tête, une fourrure ou une paire d'oreilles. Alors, puis ça, ce n'était pas seulement au Québec, c'est au Canada, en Amérique du Nord, sur d'autres continents également. Je vais vous montrer, ça a eu quand même un effet important. Vous voyez la carte en Amérique du Nord, la distribution historique. En rouge, la partie qu'on voit en rouge, il y avait des loups auparavant. Maintenant, donc, ils ont été éliminés complètement du Mexique et pratiquement complètement aussi des États-Unis.
Il y a quelques petits endroits là, où il a été réintroduit. Puis au nord, là, près des Grands Lacs, là, où est-ce qu'il est resté présent, puis en Alaska aussi, c'est tout. Pour la distribution actuelle, on voit au Canada, la majorité de son territoire, il l'a préservé, sauf que la population de loups est beaucoup moins importante qu'auparavant. On voit au Québec aussi, au sud du Saint-Laurent, la présence du loup maintenant, il n'y en a plus de loups dans cette région-là. Alors, qu'est-ce qui a sauvé les loups de l'extermination totale? C'est les connaissances. Alors, la science, les connaissances. En fait, à un moment donné, les gens se sont mis à se poser des questions puis à dire, bien, écoute, c'est-tu vrai que le loup est si nuisible, si méchant, si dangereux qu'on le dit, qu'on le croyait à l'époque? Et là, on s'est mis donc à faire des recherches sérieuses sur le loup à partir des années 60 pour mieux le connaître en fin de compte. C'est de meilleures connaissances sur l'espèce qui ont vraiment permis d'arrêter ce massacre des loups. La technologie a aidé beaucoup aussi. Avec des colliers émetteurs aujourd'hui, avec la télémétrie, on peut faire des suivis des loups dans leur milieu naturel, ce qui était très difficile auparavant parce que les loups sont craintifs lorsqu'on les approche, puis aussi se cachent facilement dans les vastes forêts. Un autre outil technologique qu'on a aujourd'hui pour faire des suivis, c'est les caméras pièges ou les caméras trappes. Donc, ce sont des caméras qu'on met dans la forêt, dans un milieu où il y a des signes de présence de loups. Puis, ça se déclenche automatiquement chaque fois qu'il y a un animal qui passe devant, jour et nuit. Donc, ça nous permet aussi d'avoir de bonnes images pour mieux les connaître. Donc, toutes ces connaissances intéressantes nous ont permis, entre autres, de corriger ou préciser en fait une notion qu'on avait, un concept qui était bien établi depuis longtemps. Vous vous souvenez sûrement, on disait que dans la meute de loups, il y avait un loup alpha, qui était un chef, ou parfois le couple alpha. Et le loup alpha était le plus fort, qui avait gagné sa place avec la force ou l'agressivité, et puis il maintenait les autres loups en état de soumission avec aussi un comportement agressif. Puis il y avait une hiérarchie dans la meute. Là, il y avait les loups alpha, les bêta, oméga. C'était une forme de hiérarchie qui était empruntée un petit peu à l'armée. Et ça provenait d'une étude qui avait été faite au début des années 1900 par un chercheur, un zoologiste en Suisse. Lui, il avait étudié les loups pendant une dizaine d'années dans un zoo là-bas en Suisse. Alors que, justement, la technologie d'aujourd'hui, puis les études qu'on a faites, vous avez vu le personnage, je vous montre, je reviens un peu en arrière, le monsieur qu'on voit ici, c'est David Meach. C'est un zoologiste américain dans l'État du Minnesota qui a étudié les loups pendant plus de 50 ans. Et entre autres, ce qu'il a fait de différent, c'est qu'il a étudié les loups à l'état sauvage. Il les a observés même dans des endroits comme la toundra, des endroits dégagés. Pendant toutes ces années d'études, il a vraiment, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a jamais vu de comportement agressif à l'intérieur des meutes. Il a dit non, il n'y a pas d'agression, il y a une communication entre eux, mais pas par l'agressivité. Alors, ils ont différents moyens de communiquer, puis il y a une hiérarchie qui existe dans la meute, mais il dit que ce n'est pas comme exactement comme celle que le chercheur suisse avait établie auparavant comme forme de communication. Il dit non, il dit il n'y a pas d'agressivité entre les loups. Regardez, je vais vous montrer ici une image. Vous voyez, par exemple, le loup ici va prendre le museau de l'autre loup et c'est clair, l'autre se laisse faire. Là. Il y a un message ici. Oui, il y a un message, tiens-toi tranquille ou tu as fait quelque chose de pas correct, mais il n'y a pas d'agression entre les deux loups. Ils communiquent de cette façon-là. Je vais vous montrer une autre petite vidéo. Alors, on voit bien qu'il y a un loup dominant, il y a un loup qui est soumis, mais la soumission est bien et bien volontaire.
Alors, le rang, il y en a dans les meutes de loups. Il y a par contre, la notion de loup dominant, c'est plus attribué à le rôle des parents. Donc, dans la meute, il y a le père, la mère, qui est le couple reproducteur dominant. Et c'est plus comme un rôle, une autorité parentale naturelle. Alors, dans la meute, après ça, tu vas avoir les louveteaux, les subalternes, puis les loups qui sont devenus adultes et qui sont restés avec la meute. Donc, c'est plus une unité familiale. Alors, le rôle de dominance des parents, ça n'a pas été gagné par la force ou par l'agression, mais ça reste c'est eux qui vont prendre des décisions importantes, c'est tout à fait normal, puis c'est eux aussi qui ont plus d'expérience dans la meute. Alors, donc, il rétablit cette notion qu'on avait de l'agressivité dans les meutes et tout ça. Non, il dit non, je n'ai pas observé ça du tout. Au contraire, ils vont communiquer entre eux. Il y a une certaine hiérarchie, mais chacun connaît sa position puis la respecte. Alors, pour mieux connaître ce grand prédateur, on va regarder quelques notions de biologie. À quelle famille appartiennent les loups? À quelle famille de mammifères? Je vais vous donner un indice, c'est la famille des chiens. Oui, c'est les canidés. Donc, il y aurait environ 35 espèces de canidés différents dans le monde et 200 sous-espèces. Dans le Parc national du Mont-Tremblant, combien d'espèces vous croyez qu'on a? 3 espèces. Donc, le petit renard roux, le coyote et le loup. Alors, malgré que le loup soit bel et bien présent au Parc national du Mont-Tremblant, c'est très rare qu'on peut les observer parce que ce sont des animaux craintifs, mais par contre, on peut souvent voir des signes de leur présence quand on observe bien. Alors, un de ces signes-là, c'est des pistes, bien sûr. Donc, ça ressemble à une trace de chien. Si vous en avez, vous savez reconnaître les traces de chien. Donc, un canidé, on voit très bien les coussinets plantaires et on voit qu'il y a 4 orteils et on voit bien les griffes qui sont toujours apparentes parce que les canidés n'ont pas des griffes rétractibles comme les félins. La grandeur, c'est environ 10 cm. Autre signe de présence qu'on peut bien remarquer dans le parc, donc les excréments, et souvent, ça va être placé à des endroits visibles parce que les loups veulent marquer leur territoire en même temps. Donc, avec un pipi, un excrément et parfois aussi des grattages. Parce qu'entre leurs coussinets plantaires, ils ont des glandes d'odeur. Donc, ils vont laisser aussi encore plus d'odeur de cette façon-là. Comment on reconnaît les crottes de loup? Ben oui, c'est quand même assez gros, mais aussi, il y a beaucoup de poils à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand les loups se nourrissent de leur proie, ben, ils avalent des poils sans le vouloir et ça se retrouve dans leurs excréments. Un autre signe de présence que parfois les campeurs peuvent entendre quand ils viennent dormir dans le parc, ce sont les hurlements de loups. Et faites attention, ce n'est pas parce que les loups sont proches des campeurs, parce que ça peut s'entendre vraiment sur plusieurs kilomètres de distance. Alors, je vous fais entendre ça. On ne l'entend pas, Sylvie. On ne l'entend pas? On ne l'entend pas. OK, attendez un instant. Je pense qu'il y avait une taille en haut dans... more? Ouais. Record? Non, c'est pas là-dedans. Share sound, c'était pas là? Ah, share sound, OK, j'y vais. Je recule. Oui, c'est terminé. Donc, pourquoi les loups hurlent-ils? Les loups vont hurler pour différentes raisons. Dans le fond, c'est une façon de communiquer soit avec les individus de leur propre meute ou avec les individus de d'autres meutes également. Parfois, c'est simplement pour affirmer leur présence sur leur territoire par rapport à d'autres meutes de loups plus loin. Parfois, ça peut être un individu de leur propre meute qui est éloigné, puis veulent rester en contact.
Contrairement à nous qui entendons un hurlement de loup quelconque, pour les loups, eux, ce n'est pas quelconque. C'est soit un loup qu'ils connaissent ou un loup inconnu. Alors, combien y a-t-il de loups dans les meutes du parc et de la région, vous croyez? Combien on peut en compter sur cette photo? Alors oui, si vous avez dit 13, c'est bon. Est-ce que ça, vous pensez que c'est représentatif des loups de la région? Eh bien non, désolé, c'est un peu trop. Généralement, les loups de la région, les meutes sont plus petites. En fait, ça peut être entre 2 et 10. Mais généralement, c'est plus autour de 6, à peu près 6-7 loups par meute. Puis, dans les endroits où, par exemple, les loups, où il y a du piégeage, ça peut aller à 4 loups par meute. Donc, c'est quand même de petites meutes. Et combien croyez-vous qu'il y a de meutes au Parc national du Mont-Tremblant? On estime qu'il y a environ peut-être 6 meutes qui fréquentent le territoire du parc. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Des fois, il y a des gens qui s'imaginent que les loups, des fois, je demande combien de loups vous pensez qu'il y a au parc. Des fois, il y a des personnes qui me sortent des chiffres 100, 200. Oh, attention, là. Peut-être une trentaine, peut-être 50 loups qui fréquentent le territoire, pas plus. Alors, dans la meute de loups, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a un couple reproducteur dominant. Il y a seulement un couple qui peut se reproduire dans la meute. C'est pour éviter qu'il y ait trop de louveteaux à nourrir. Donc ça maintient quand même un certain nombre de loups qui est viable pour la meute. Donc, le couple dominant, c'est eux autres qui sont responsables de marquer le territoire avec l'urine, les crottes, tout ça. Ils font un marquage pour éviter les confrontations avec d'autres meutes. Ça peut arriver parfois qu'il y a des meutes qui dépassent ces frontières-là. À ce moment-là, il va y avoir des confrontations entre les meutes, mais généralement, ils vont respecter ces limites-là. Chez le couple de loups, ils vont faire un double marquage, contrairement aux autres espèces de canidés. Donc, ça veut dire que si la femelle urine, le mâle va uriner par-dessus son urine et vice-versa. Donc, ça lance un message aussi aux autres loups qu'il y a un couple reproducteur à cet endroit-là. Donc, mettons qu'un loup célibataire passerait dans le coin, mais ça veut dire, OK, j'ai pas de chance. Je vais aller ailleurs. Les loups vont se reproduire en février. Donc, on a passé, il y a quelque temps, la période des amours. Et les petits louveteaux vont naître vers la fin avril, début mai, dans une tanière que les loups vont aménager dans la terre. Donc, vont creuser un petit tunnel avec une petite chambre au fond où la femelle va mettre bas. Parfois, ils peuvent utiliser aussi des vieilles huttes de castor. Ça peut être aussi dans un vieux tronc d'arbre, des vieilles racines d'un gros arbre. Ils peuvent aménager ça comme ça. Les petits louveteaux qui vont naître généralement en moyenne à peu près au nombre de 5. La femelle va les allaiter pendant à peu près 3 semaines, là, va rester avec les petits louveteaux. Après ça, les louveteaux vont commencer à bouger, à sortir un petit peu de la tanière. Mais tous les loups de la meute vont être responsables de nourrir les louveteaux, pas seulement les parents, mais les autres loups adultes ou les subalternes aussi vont participer à l'élevage et au nourrissage des louveteaux. Au tout début, quand ils sont tout petits, ils vont régurgiter de la nourriture pour eux. Donc, un peu comme les oiseaux. C'est de la nourriture prédigérée que les petits louveteaux vont manger. Après ça, vers le mois de juillet, les louveteaux vont être déplacés sur des sites de rendez-vous. Alors, c'est des sites qui ressemblent à ça un peu, donc un peu dégagés, près de l'eau. C'est là que les louveteaux vont rester, souvent avec un gardien ou une gardienne de la meute, en attendant que les loups adultes viennent leur porter à manger. Parce que eux sont trop jeunes, trop petits pour aller à la chasse. Donc, tous les jours, les loups adultes de la meute viennent pour les nourrir. Les sites de rendez-vous peuvent changer au cours de l'été puis l'automne, parce que ça va durer jusqu'au mois d'octobre environ, jusqu'à ce que les loups soient assez grands, assez forts pour pouvoir suivre les adultes à la chasse. Alors, vous allez voir au début, les louveteaux s'exercent, ils vont jouer, ils vont s'exercer à chasser des petites choses, là,
On va voir, ils vont attraper des petits insectes. Donc, après ça, quand les loups, comme je disais tantôt, sont assez grands, vers l'âge de 5 mois, 5-6 mois, ils vont pouvoir donc commencer à suivre les adultes de la meute à la chasse. Et c'est la période nomade qui va commencer vers le mois d'octobre. Donc là, après ça, il n'y aura plus de camp de base où est-ce qu'ils reviennent à tous les jours. Ils vont se suivre et puis ils vont aller vers leur proie à ce moment-là. Donc, il y a 3 périodes importantes dans la vie des loups. Il y a la période des tanières, plus au printemps, début été. La période des sites de rendez-vous, tout l'été, puis une partie de l'automne. Puis ensuite, la période nomade qui va durer jusqu'à la prochaine période de tanière. C'est sûr que dans la période des tanières puis des sites de rendez-vous, c'est des périodes qui sont quand même assez sensibles pour l'espèce, un peu plus fragiles à ce moment-là. Les louveteaux aussi, on dit qu'il y en a 5 à 7, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous survivre. Disons qu'il y a un très, très fort potentiel de mortalité durant les 9 premiers mois des louveteaux. Alors, sur 5, c'est pas rare qu'il en reste un vivant, des fois un peu plus, mais c'est quand même vraiment le moment où les loups sont les plus fragiles, cette période où les louveteaux doivent grandir en fait rapidement et avoir un apport énergétique suffisant pour être en bonne santé puis survivre. J'ai perdu mon amie Josiane, mais c'est correct, je vais continuer, j'arrêterai un petit peu plus tard. Alors, le rôle écologique essentiel du loup. Alors, quel est donc ce rôle dont on parle? Alors, principalement, le rôle écologique du loup dans un écosystème, ça va être, entre autres, de faire une régulation des proies. Donc, d'abaisser, en quelque sorte, le nombre de grands herbivores qu'il va y avoir dans le milieu naturel. Parce que les loups s'attaquent surtout à des grands herbivores, parce que ce sont de grands prédateurs et ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est là qu'ils vont trouver le maximum pour eux. Bien sûr, c'est des opportunistes aussi. Ils peuvent se nourrir de toute autre proie. Mais ce qui est le plus satisfaisant pour eux, c'est vraiment les grands ongulés ou les cervidés. Bien sûr, les loups c'est des bons chasseurs, mais quand même, ils ont certaines limites. Il y en a parfois qui exagèrent un peu les capacités du loup. En fait, c'est un animal, il court, mais peut-être moins vite qu'un cerf de Virginie, ou qu'on appelle parfois le chevreuil, en bonne santé, ou sensiblement la même vitesse. Donc, oui, il y a une certaine force au niveau de la course. Il y a sa mâchoire, donc beaucoup de dents et très pointu, une bonne force de pression également. Après ça, qu'est-ce qu'il a? Il y a des griffes, mais ces griffes, contrairement aux félins, ça ne l'avantage pas tant que ça parce qu'il ne peut pas s'agripper au poids comme les félins. Ce sont des griffes qui ne sont pas rétractables. Alors ça, c'est pas si avantageux pour eux. Ensuite, qu'est-ce qui l'avantage aussi, le loup, ça va être la meute. Bon, ça peut l'aider beaucoup pour attraper ses proies, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie, de force et tout ça. Comment ils vont faire pour attraper des proies? Bien, généralement, ils vont tester la proie en courant derrière. Là, sur quelques kilomètres même parfois. Puis là, ils vont voir comment la proie est vigoureuse, puis elle peut fuir. Bien, là, après ça, ils vont pouvoir juger est-ce que ça fonctionne ou pas, ils vont abandonner. La majorité du temps, même, ils abandonnent, même que c'est plus 1 fois sur 10 à peu près que ça fonctionne, leur tentative de prédation. Donc, ce n'est pas si énorme que ça. Qu'est-ce qui va les aider, dans le fond, les loups, à attraper des proies? Ça va être aussi la vulnérabilité de la proie. Donc, ils vont attraper, en fait, ce qu'ils sont capables d'attraper à ce moment-là. Ce n'est pas nécessairement un choix complètement délibéré, c'est plus la sélection naturelle qui va choisir. Donc, dans le milieu naturel, ce qui va les aider, ça va être la condition physique de la proie. Par exemple, des proies malades ou souffrant de malnutrition, ça va être une proie intéressante pour les loups.
Ensuite, ce qui va favoriser leur succès de chasse, les conditions hivernales difficiles. Alors, à ce moment-là, vous savez, les cervidés, c'est des animaux quand même assez lourds, avec des pattes fines, qui s'enfoncent dans la neige. Donc, les hivers où il y a beaucoup de neige, où c'est très froid, ça va favoriser les loups qui, eux, avec leurs grosses pattes et les coussinets, vont plutôt porter sur la neige et vont vraiment faire de bien meilleures chasses durant l'hiver. Autre facteur important, ça va être l'âge des proies. Donc, les plus jeunes durant l'été, puis les plus vieux en tout temps. Ça va être vraiment des proies favorables, donc pour le loup plus vulnérable. Il y a des chasseurs parfois qui pensent que le loup menace leur gibier, mais en réalité, le loup, pour attraper une proie comme ça, par exemple, vous voyez ici un beau gros boc orignal qui va être dans l'œil du chasseur un trophée super intéressant. Ça pourrait être vraiment intéressant aussi pour les loups, mais comme je vous ai dit tantôt, au niveau de sa capacité à abattre un animal comme ça va être extrêmement difficile. Un orignal, là, avec ses sabots énormes, s'il fait face à un loup, peut carrément le tuer avec un coup de sabot ou le blesser gravement. Donc, c'est très, très risqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est très, très difficile pour un loup d'attraper un animal comme ça. Donc, tandis qu'un chasseur, par exemple, qui éliminerait un animal, un géniteur comme ça, qui va, par exemple, donner plusieurs générations d'orignaux en bonne santé, c'est plus favorable de les laisser dans le milieu naturel que de les éliminer. Tandis que le loup va éliminer plutôt les animaux plus malades, plus faibles ou qui ont une génétique peut-être aussi plus fragile. Alors que en maintenant ces animaux-là dans le milieu naturel qui ont une génétique excellente et qui peuvent aussi favoriser plusieurs générations en bonne santé, le loup favorise dans le fond la santé des proies, des grands herbivores comme ça. Parfois aussi, la chasse va débalancer un petit peu aussi le rapport des sexes qui est plus favorable aux femelles. Sylvie, on avait une question aussi d'une participante. Elle se demandait c'est quoi la principale cause de mortalité des louveteaux? Des louveteaux, ça va être majoritairement, ça peut être la malnutrition. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas assez de proies pour nourrir les 5 louveteaux ou les 7 louveteaux, les loups vont s'affaiblir. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'ils peuvent devenir plus vulnérables à des parasites ou des virus, bactéries ou quoi que ce soit, ou carrément être trop faibles pour survivre. Donc, c'est, je dirais, en bonne partie, c'est ça, oui. Merci. Un autre facteur aussi qui va survenir dans un habitat où il y a des loups, c'est l'écologie de la peur. Alors, les proies, sachant qu'il y a des loups dans le secteur, vont rester moins longtemps au même endroit pour brouter. Donc, ça va mettre moins de pression sur la végétation. Regardez, par exemple, un milieu où il n'y a pas de loups pour réguler les proies. Ce qui va survenir, c'est que la végétation va être de plus en plus broutée et qu'elle ne pourra plus se régénérer. Ici, c'est un exemple d'un exclos, une expérience qui a été faite. On a exclu donc les cerfs de Virginie d'un côté de la clôture, puis de l'autre côté, les cerfs pouvaient aller brouter. Et voici ce qui s'est produit quand il n'y a pas de contrôle ou de régulation de ces grands herbivores. Donc, le loup est absolument essentiel pour éviter ceci. Donc, en régulant les proies, les grands herbivores, le loup permet aussi à une bonne régénération de la végétation. Et ça permet à plusieurs autres animaux qui utilisent les végétaux, comme les castors qui en ont besoin pour leur construction, leur alimentation, l'ours noir aussi qui se nourrit d'arbustes à petits fruits, entre autres, certains oiseaux aussi, comme la petite paruline masquée, qui fait son nid en bordure des cours d'eau dans les petits arbustes. Donc, la présence du loup va favoriser une bonne régénération de la végétation et aussi une diversité faunique qui vont pouvoir y vivre.
Autre effet aussi du loup dans l'écosystème, c'est que quand les loups vont abattre une grande proie, ils vont manger le meilleur au début, ils vont se gaver. Après ça, ils vont quitter, puis ils vont aller digérer. Là. Parfois même, ça peut durer 2-3 jours. Là. Puis après ça, ils vont revenir sur la proie pour compléter leur alimentation. Mais pendant ce temps-là, il y a plusieurs autres animaux qui peuvent venir se nourrir sur la proie. Je vais vous montrer le petit film. On voit ici donc différentes espèces d'oiseaux charognards. Donc, il y a le corbeau, le pigargue à tête blanche. Puis, il y en a un au fond, là, un petit oiseau blanc et noir. C'est la pie d'Amérique. C'est un oiseau qu'on retrouve dans l'Ouest canadien parce que ça a été filmé là-bas. Donc, il peut y avoir d'autres animaux aussi. Ça peut être coyote, renard, plein d'autres animaux, martre, pécan, peu importe. Alors, dans un milieu où il n'y a pas de loup, il y aurait des coyotes, qui est un plus petit prédateur et qui s'attaque plus à des plus petites proies, comme le lièvre d'Amérique, la gélinote, qu'on appelle aussi la perdrix. Et il y aurait moins de renards, parce que ce sont des espèces, des canidés, qui sont un peu en compétition dans un milieu naturel. Alors que s'il y a des loups, ben, les coyotes seront moins présents par compétition avec le loup. Il va y avoir plus de lièvres et plus de gélinotes, et il y aura aussi plus de renards. En ayant plus de lièvres et de gélinotes, ben, ça va permettre aussi à d'autres prédateurs de pouvoir se nourrir, parce qu'il y a des prédateurs dans la forêt, comme le pécan, la martre, le lynx, qui ont besoin aussi de ces proies-là. Puis le renard, en étant plus présent, ben, va contrôler aussi tous les petits rongeurs, souris, campagnols, musaraignes. Donc, c'est vraiment le principal régulateur de ces petits rongeurs. Il y a un exemple de ces effets-là qui s'est produit au Parc national de Yellowstone aux États-Unis. On avait éliminé les loups il y a longtemps, au début du 20e siècle, hein, là, à la même période où on croyait que les loups étaient très, très dangereux. Et regardez le territoire, l'État était dévasté, les wapitis étaient en grand nombre, il y avait aussi des coyotes. On voit que la végétation était vraiment en mauvais état. Puis en 1995, le gouvernement, les scientifiques ont décidé de réintroduire les loups au parc. Et il y a eu plusieurs effets qui se sont produits. D'abord, les loups ont éliminé une bonne partie des coyotes du territoire. Ensuite, en régulant une partie des grands herbivores, la végétation s'est mieux multipliée. Il y a des animaux qui sont revenus comme le castor, canard, grenouille, le grizzly, les oiseaux charognards aussi qu'on ne voyait plus, qui étaient maintenant plus présents sur le territoire. Donc là où le loup est présent, il multiplie en quelque sorte la biodiversité. Ici, s'il y a des questions, je peux faire une petite pause pour des questions. Go? Je t'entends. OK, c'est bon. Donc, on continue. Alors, au Parc national, on a fait une étude sur le loup, sur les loups du parc, de 2015 à 2018. Sylvie, il y a 2-3 petites questions finalement. Ah, OK. Je ne t'entendais pas. Je pensais que je m'avais fait signe. À quel point il y a des coyotes dans le parc? À quel point il y a des coyotes dans le parc? Il y en a moins que des loups, mais il y en a quand même. Oui. À quel point, je ne pourrais pas vous dire, mais il y en a moins que des loups, mais il y en a quand même en portion. Merci. Puis, Éric Bélanger qui demande le loup versus l'humain. Je ne sais pas si tu veux préciser ta question. Tu peux ouvrir ton micro puis préciser ta question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui.
Oui. Ben, c'est juste voir le lien, c'est parce que bon, les gens en ont peur. Est-ce que le loup se tient loin? Ce qu'on entendait dire, c'est que les loups se tiennent à plusieurs kilomètres s'il y a des humains, ou bon, ça peut être des histoires, là, mais ça peut être très, très difficile de voir des loups. Exemple, comme moi, je vis près d'un lac. On va marcher souvent. Est-ce qu'on peut s'attendre à croiser un loup ou si le loup va se tenir loin des humains? Mais c'est une bonne question. Puis généralement, le loup se tient loin des humains. Puis je vais en parler un petit peu plus loin dans la causerie aussi. Oui, c'est très rare que vous allez croiser un loup. Ce serait surprenant. Ce ne serait pas impossible, par contre, mais ça serait surprenant. Oui. Merci. Bienvenue. Une autre question, est-ce qu'il y a une rotation du couple reproducteur? Une rotation du couple reproducteur dans la meute? Oui. La meute de 6-7 loups, là? Non. Oui. Non. Il va y avoir un changement de couple reproducteur si un des deux meurt. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Merci. Très bien. Donc, cette étude qui s'est déroulée de 2015 à 2018 au parc avait deux objectifs principaux. C'était de clarifier la génétique des canidés. Donc, on voulait savoir à qui on avait affaire dans le parc, quelles espèces on avait. On parle des grands canidés. Le renard roux n'est pas dans cette étude-là. Cartographier leurs domaines vitaux pour mieux comprendre l'utilisation du territoire et de sa périphérie, pour mieux les protéger, bien sûr. Alors, ce projet s'est déroulé donc sur 3 années. On a fait 4 séances de piégeage en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, des spécialistes du ministère, les techniciens de la faune du parc, puis une étudiante à la maîtrise de l'Université du Québec à Rimouski. On devait donc piéger des loups avec un piège non mortel là, qui pinçait le bout de la patte et il fallait vérifier bien sûr les pièges à tous les matins. Et quand on capturait un loup, on prenait donc différentes données sur le loup, ses mensurations, son poids, le sexe. Ensuite, on prenait aussi un échantillon de poils, un petit échantillon de peau pour faire des analyses génétiques. Et si le loup le canidé, dans le fond, c'est les canidés, il y avait des coyotes aussi qui étaient dans l'étude. Si le canidé faisait le poids, on lui mettait un collier émetteur pour faire un suivi par télémétrie pendant 1 année. Donc, ce collier-là, au bout d'1 année, se détachait automatiquement du cou du loup. Alors, dans cette étude-là, on a capturé 21 canidés, 16 loups et 5 coyotes. Là-dessus, on a mis 11 colliers émetteurs, dont 10 loups et 1 coyote. Et si vous voulez en connaître plus sur le sujet, il y a une causerie très intéressante qui est présentée 1 fois par semaine à l'amphithéâtre du parc dans le secteur de la Diable qui s'appelle « Secret de loup », qui donne vraiment beaucoup de détails sur ce projet de recherche très intéressant. Alors, les résultats de cette étude, une génétique surprenante des territoires immenses. Alors, on savait que les loups avaient utilisé un grand territoire, un grand domaine vital, mais là, vraiment, on a été très étonnés par les résultats de notre recherche. Regardez sur ce schéma, vous voyez le territoire du parc en noir et vous voyez plusieurs autres formes de couleurs. Les formes de couleurs représentent 5 loups qui ont porté un collier émetteur pendant 1 année, du plus petit domaine vital au plus grand. Okay, on en a choisi 5, mais du plus petit au plus grand. Alors, regardez quand même, c'est impressionnant. Le plus petit domaine vital était de 227 km². Ensuite, 722 km². Un autre loup, 983 km², 2200 km² et un loup a parcouru une superficie dans son année de 3233 km².
km². Donc, vraiment, c'est vraiment de grandes superficies dont ils ont besoin. Donc, dépendamment du moment de l'année, de la saison, du cycle biologique, alors les loups vont se déplacer quand même pas mal pour combler leurs besoins. Et si vous remarquez bien, tous les loups ont dépassé donc, les limites protégées du parc. Ce qui veut dire que le territoire du parc, même si c'est le plus grand territoire protégé au sud du Québec, n'est pas suffisant pour assurer la protection complète des loups du parc, parce qu'ils sortent tous du territoire et c'est à ce moment-là qu'ils ne sont pas protégés et qui sont donc victimes de différentes menaces dont je vais vous parler un peu plus loin. Autre phénomène aussi qui amène les loups à sortir du territoire, puis à s'éloigner pas mal parfois, c'est la dispersion. Alors, quand on dit que les loups dispersent, c'est-à-dire qu'ils quittent leur meute pour aller trouver un partenaire, pour aller former leur propre meute ou rejoindre une autre meute. Quand les loups deviennent matures pour se reproduire vers l'âge de 2 ans, très, très souvent, ils vont quitter la meute parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans leur propre meute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un couple reproducteur et pas plus. Alors, à ce moment-là, pour éviter les conflits, puis s'ils veulent vraiment former leur propre famille, bien, ils doivent partir. Souvent, ils vont rester pas trop loin, mais parfois, vraiment, ils dispersent beaucoup plus loin, comme ça a été le cas d'un de nos loups avec un collier émetteur qui a été vu, qui a commencé au début là, de novembre à mars à faire quelques déplacements aux alentours pour aller explorer. Puis à un moment donné, il est parti, puis il est allé dans le parc national de la Mauricie. Avec les employés là-bas l'ont aperçu avec son collier émetteur. Ils en ont fait part. Donc, c'est à peu près 200 km du parc. Il y a un autre loup aussi qui s'est retrouvé dans la région de Latuc, à peu près à 300 km plus loin. Mais ça, ce n'est pas le record connu, là. Le record connu, c'est en Slovénie, en Europe, un loup avec un collier émetteur a parcouru, tenez-vous bien, 2000 km. Et ça, en quelques semaines, il a traversé un fleuve de 280 mètres et il est allé rencontrer un partenaire en Italie. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et ce n'est pas le seul exemple, là. Il y en a d'autres aussi et ça pourrait être la même chose aussi au Québec, là. Donc, suite à ce projet-là, on a établi que les loups du parc utilisaient environ une bande d'environ de 24 à 28 km en périphérie du parc pour combler leurs besoins dans une année. Donc, dépendamment, comme j'ai dit tantôt, des saisons ou des cycles biologiques, les loups donc, vont utiliser toute cette partie du territoire. Et ça fait que les loups donc sortent du parc et ne sont pas protégés, même s'il y a une partie de leur vie qui vit dans un territoire protégé, il y a une bonne partie aussi qui ne l'est pas. Et ce n'est pas la seule place au monde, là. Il y a les loups dans le parc national de Banff. Il y a une étude qui a été faite sur 72 loups pendant une trentaine d'années. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les loups du parc national de Banff ne survivaient pas plus que les autres loups ailleurs en Alberta. Et dès qu'ils sortaient du territoire protégé, il y avait 6,7 fois plus de risques de mortalité. La génétique. Alors, allons voir ce que nous a révélé le projet de recherche, mais avant, on va faire un petit tour d'horizon des canidés, des grands canidés en Amérique du Nord. Alors, on situe le parc national ici. Alors, il y a 2 théories qui existent à propos de l'origine des canidés en Amérique du Nord. Il y a une théorie qui dit qu'il y avait 2 espèces à l'origine et qui seraient donc à l'origine de toutes les autres espèces de grands canidés en Amérique du Nord, qui seraient le loup gris puis le coyote de l'Ouest. Mais récemment, avec d'autres études de génétique, il y a plutôt une autre théorie qui, elle, est plus récente et qui dirait que non, en fait, il y aurait 3 espèces à l'origine en Amérique du Nord. Il y aurait le loup de l'Est aussi,
qui est une espèce de loup un peu plus petit et qui était plus spécialisé dans le nord-est des États-Unis, puis le sud de l'Ontario, puis du Québec, et qui serait apparenté avec le loup roux d'ailleurs. Puis le loup roux, lui, était plus présent dans l'est des États-Unis, jusqu'en Floride et à l'ouest jusqu'au Mississippi. Et aujourd'hui, le loup roux est presque exterminé. Là. Il reste très, très peu d'individus en Caroline du Nord, puis ils sont protégés. Et d'ailleurs, s'il n'y a rien qui est fait, peut-être que pour le loup de l'Est aussi, c'est ce qu'il attend éventuellement. Parce que regardez, son aire de distribution, originalement, c'était toute la partie en orange et une bonne partie de la partie en bleu, entre autres. Mais aujourd'hui, ce qui reste, c'est à l'intérieur du polygone. C'est là qu'on a identifié le loup de l'Est. Et une espèce plus... il y a celle-là aussi, ça c'est un hybride, disons, un mélange entre le loup gris et le loup de l'Est. C'est le loup boréal, ou on l'appelle des fois le loup boréal des Grands Lacs, donc qui est justement au nord des Grands Lacs, et puis qui serait situé entre le loup gris là, puis le loup de l'Est, dans les forêts un peu plus boréales du Québec, tandis que le loup de l'Est est plus apparenté aux forêts mélangées, forêts feuillues. Puis le petit dernier venu, c'est le coyote de l'Est, qui serait vraiment une espèce beaucoup plus récente. En fait, ce serait le coyote de l'Ouest qui aurait avancé vers l'Est avec les années de coupe forestière, d'abattage de grands gibiers, puis aussi l'élimination du loup. Bien, le coyote de l'Ouest a pris l'habitat et il s'est avancé de plus en plus, puis il a rencontré le loup de l'Est et se sont mélangés ensemble, puis ça a donné un coyote plus gros qui ressemble beaucoup d'ailleurs au loup de l'Est. Alors, sa venue, le coyote de l'Est, est récente. Au Québec, on a identifié le premier coyote en Outaouais en 1944. Et depuis, le coyote de l'Est n'a pas cessé d'agrandir son aire de distribution. Il monte même de plus en plus vers le nord. Et il a pris tout l'habitat qui était occupé avant par le loup de l'Est. Donc, on le voit au sud du Saint-Laurent, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Estrie, c'est vraiment le coyote de l'Est qui est présent maintenant. Et regardez le parc où est situé. Donc, on a l'espèce dans le parc et on a bien identifié avec la génétique aussi. C'est le loup de l'Est qui est présent au parc et le coyote de l'Est. Alors, au Québec, on a 3 espèces. Donc, il y a le loup gris, qui est à peu près 35-60 kilos, peut-être même plus que ça, à peu près le poids d'un adolescent de 14 ans. Le coyote de l'Est, qui est d'à peu près 15 à 20 kilos, puis le loup de l'Est, entre les deux, en fait, à peu près 30 kilos, 60, 70 livres même. C'est assez difficile parfois de les différencier. Regardons ça ensemble. Pour faire la différence entre un loup gris et un coyote de l'Ouest, pas trop difficile. On voit quand même assez bien la différence. Pour faire la différence entre un loup gris et un loup de l'Est, ou un coyote de l'Est, pardon. Alors là, le loup gris et le coyote de l'Est, la différence commence à être moins évidente. Et si on veut faire la différence entre un loup de l'Est et un coyote de l'Est, là, c'est encore plus difficile. Vraiment, les deux espèces sont très semblables. Alors, le voici, le loup de l'Est. C'est un petit loup, comme je disais tantôt, à peu près 60-70 livres, qui a un pelage. On sait que le pelage des loups, ça peut être assez variable, mais généralement, donc, ça va être mélangé comme ça. Mais on va voir aussi beaucoup de brun roux là, près des oreilles, la tête et sur les pattes. À peu près la hauteur, à peu près 70 cm de hauteur. Alors, qu'est-ce que ça mange, les loups de l'Est, les loups du parc et les loups de la région? On voit ici qu'il y a un lièvre dans la gueule. Ce n'est pas sa principale proie, par contre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en mange pas. Là. Comme j'ai dit tantôt, ils sont opportunistes, ils peuvent manger toutes sortes de petites proies aussi. Mais
c'est bien sûr les grands herbivores qui sont sa principale proie. Donc, le loup de l'Est va se nourrir de cerfs de Virginie principalement l'hiver. Ça va être sa proie principale parce que là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il va être plus avantagé. Donc, ça va être ils vont donc se déplacer souvent les loups près des ravages de cerfs de Virginie. Durant l'été, ça va être plus les petits, donc ils sont plus vulnérables parce que attraper un cerf de Virginie en bonne santé, comme je vous ai mentionné, ça court très vite et c'est pas facile, mais ils vont s'en nourrir en partie quand même durant la belle saison. Une proie quand même assez importante durant la saison estivale, c'est le castor. Alors, le castor, ça fait quand même, ça court moins vite que les chevreuils, mais ça mord. Mais ça nage vite, par exemple. Le loup, quand le castor est dans l'eau, il n'y a pas de chance, mais quand le castor est obligé de sortir de son étang pour aller couper des arbres pour se nourrir, pour faire aménager ses constructions, c'est là que le loup peut l'attendre en embuscade. Donc, selon une étude qui a été faite dans la réserve Papineau-Labelle, là, ça peut constituer presque la moitié de son alimentation durant l'été. Une autre proie qui, celle-ci, est moins fréquente, mais quand même pas impossible non plus, c'est l'orignal. Alors, je vous laisse regarder cette petite vidéo, on va en parler après. Alors, vous voyez quand même que c'est très difficile pour un loup là, de s'attaquer à une grande proie comme un orignal. Ce loup-là est assez courageux. En plus, tout seul, là, il s'essaye, mais quand l'orignal fait face, avec des bons coups de sabot, comme je vous disais tantôt, c'est très, très dangereux. Je vais vous montrer la suite. Vous allez voir au moins que ça finit bien. Donc, c'est une proie assez coriace pour les loups, surtout nos loups de la région qui ne sont pas très gros non plus, mais vous voyez que la proie peut se défendre. Vous savez, ça fait 40 millions d'années que les canidés et les proies ont établi un certain équilibre proie-prédateur. Donc, les proies ont appris à se défendre aussi. Développer des moyens de défense. Parfois, les loups vont aussi manger des bleuets. Semble-t-il même que ça fasse partie assez importante de leur diète là, à la saison des bleuets. Les principales menaces qui pèsent sur les loups de l'Est. Oui. Est-ce que les loups mangent aussi des poissons? Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Effectivement, il faut vraiment que ce soit favorable. Des fois, ça peut être au moment de la fraie des meuniers, par exemple, au printemps, ils vont frayer dans l'eau très peu profonde, ou ça peut être à l'automne aussi. Des fois, les salmonidés, les petites truites vont frayer aussi en ruisseau. Ça peut être des moments plus favorables à ce moment-là. Ils peuvent attraper des poissons. Oui, pourquoi pas. Ouais. Ils sont opportunistes. Oui. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions? Bien, il y en a une, c'est... tantôt, tu avais parlé un peu qu'il pouvait avoir trop de prélèvements, là, de piégeage. Est-ce qu'il peut en avoir trop peu? Pas assez. Mais je me demande si tu ne vas pas y arriver peut-être avec les menaces aussi. Là. Je ne sais pas si tu veux... Oui, je vais en parler du piégeage. Je vais en parler de ça, oui. On y arrive bientôt. Parfait. Ouais. Est-ce que
Pas d'autres questions? C'est bon? Ça semble bon. Merci. D'accord. Alors, d'abord, le loup de l'Est a été étudié quand même récemment par le COCEPAC, qui est le comité qui gère qui étudie les statuts des espèces au Canada. Et en 2001, ils ont considéré déjà que le loup de l'Est était menacé, donc ils l'ont mis sur le statut d'espèce préoccupante. Puis en 2015, suite à d'autres études génétiques, vraiment, ils se sont dit non, vraiment, suite aux résultats des études génétiques, on a découvert donc que c'était vraiment une espèce à part entière. Le COCEPAC l'ont vraiment mentionné. Et ils ont également demandé d'élever le statut du loup de l'Est à espèce menacée. Puis suite à ça, en 2001, le COCEPAC, avec le gouvernement, ont sorti le plan de gestion du loup de l'Est. Donc, là-dessus, dans ce document-là, on parle de la biologie un peu de l'espèce, puis ensuite des différents moyens qu'on doit prendre pour sa protection. Sauf que ce n'est pas encore entériné par le gouverneur, le conseil du gouverneur là, du Canada. Donc, si on regarde, c'est encore écrit espèce loup gris de l'Est et c'est encore écrit espèce préoccupante. Mais tout ça est à l'étude. Au Québec, présentement, le loup de l'Est n'a aucun statut parce que c'est vraiment encore tout à l'étude. Alors, voici la situation présente. On va voir c'est quoi, pourquoi. On lui a donné ce statut-là. Alors, une des menaces quand même importantes, c'est que beaucoup de personnes croient que c'est très, très dangereux, que ça reste vraiment un grand danger pour les humains. Alors, ce qu'il y en est, c'est qu'en fait, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, il y a très, très peu d'attaques de loups. Vraiment, c'est extrêmement rare et encore plus rare des attaques mortelles. Vous avez d'ailleurs plus de risques d'être frappé par la foudre qu'être attaqué par un loup. Donc, ça reste vraiment très, très rare. Généralement, les loups vont avoir très peur des humains. Donc, ils considèrent les humains plus comme un prédateur que comme une proie. Donc, ils sont craintifs et puis, comme ils ont un odorat très, très puissant, hein, on dit qu'ils sentent 100 fois mieux que nous. Donc, ils peuvent nous sentir à plusieurs centaines de mètres et fuir bien avant que nous, on puisse voir quoi que ce soit. Je vais vous montrer une petite vidéo qui a été présentée à la Semaine verte l'année passée, si je ne me trompe pas. C'est une expérience qui a été faite au Parc national du Saguenay. Il y avait une carcasse d'orignal qui était mort, peut-être frappée par une voiture ou quoi, donc qui était là. Là, ils se sont dit, on pourrait mettre une caméra à côté pour voir quels animaux vont venir se nourrir sur la carcasse. Ça va être intéressant comme expérience. Fait que je vous invite à regarder ça. Remarquez bien, dans le bas de l'écran, à gauche, il va y avoir un petit chronomètre. Puis là, à un moment donné, il y a des agents de protection de la faune qui vont arriver près de la carcasse. Probablement, quelqu'un les a appelés parce qu'il y avait un doute, à savoir aller voir ça. On ne sait pas pourquoi il y a une carcasse d'orignal là ou quoi. Fait que là, les agents de conservation y arrivent. Puis, 2 minutes avant qu'ils arrivent sur la carcasse, il y avait des loups là, qui étaient en train de se nourrir sur la carcasse. Et les agents n'ont absolument rien vu ni rien entendu, juste pour vous montrer comment ils sont extrêmement rapides, les loups, à fuir l'humain. Alors, regardez bien ça. Alors, c'est quand même assez convaincant. Hein? Et alors, quoi faire lors d'une rencontre? Des fois, on se fait demander ça, mais qu'est-ce qu'on fait si on voit des loups, si on rencontre des loups? Premièrement, c'est vraiment une occasion très, très rare. Là. Si ça arrive, profitez du moment présent, gardez une distance, bien sûr. Et puis, sûrement que ça ne durera pas longtemps, peut-être quelques secondes, peut-être quelques minutes si vous êtes chanceux.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, eux autres, ce qu'ils disent, avez-vous toujours conservé une distance sécuritaire? Ça, c'est sûr, même avec tout animal sauvage, il faut toujours garder une distance sécuritaire de plusieurs dizaines de mètres. Parlez-lui doucement, ne fixez pas dans les yeux. Bon, ça, c'est peut-être juste pour ne pas provoquer la domination ou que ce ne soit pas vu comme provoquant. Conservez vos chiens en laisse. Oui, ça, c'est vraiment intéressant quand on va en forêt où il y a des loups de conserver son chien, garder son chien en laisse parce que, comme c'est un autre canidé, ça peut provoquer de l'agressivité chez les loups. Pour rapporter la présence d'un loup importun. Qu'est-ce que c'est un loup importun? Je vais vous donner un exemple, un loup qui serait devenu familier, donc qui aurait perdu sa crainte naturelle de l'humain. Ça serait, par exemple, vous marchez, puis là, vous voyez un loup pas loin, il vous a vu, ça ne le dérange pas, il continue à marcher à côté, sans rien, tout ça. Déjà, il y aurait comme un doute, c'est pas tout à fait un comportement normal. Ça peut être un loup aussi si vous habitez dans la forêt, qui est toujours près de votre maison, qui rôde toujours autour, ou qui est, si vous avez des doutes à ce moment-là, vous pouvez appeler SOS Braconnage parce qu'il y a des loups qui peuvent devenir familiers. Par exemple, ils sont habitués aux humains tranquillement. Par exemple, s'ils ont trouvé des opportunités de nourriture près des humains, si c'est des gens, par exemple, qui nourrissent leur proie ou qui laissent de la nourriture à chien, je ne sais pas quoi. Puis un loup, par exemple, ce serait pareil, par hasard, habitué comme ça, qui serait devenu familier avec les humains. Ça pourrait devenir dangereux. Parce que là, la proximité, c'est ça qui augmente le danger dans le fond. Mais ça, c'est exceptionnel, mais si ça se produit, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous informer aux agents de protection de la faune à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voyez vraiment ce comportement-là qui est anormal. Autre menace, regardez, l'aire de distribution des loups de laisse est très restreinte. Comme je l'ai mentionné tantôt, il y a comme un petit polygone. Et là où elle est située, c'est vraiment dans une petite portion au sud du Québec, puis de l'Ontario. On estime qu'il resterait environ moins de 1000 individus matures. Donc, c'est très, très peu. Et leur aire de distribution est restreinte. Et s'ils vivent aussi dans une zone où il y a beaucoup de gens, très peuplés, ça veut dire que ce sont des habitats très fragmentés, très morcelés par les routes, par les villes, les villages. Et le loup de laisse, c'est une espèce qui va être fidèle à son type d'habitat aussi. Donc, son habitat, ça va être des forêts, des grandes forêts mélangées. Puis, ils vont rechercher ça. Donc, souvent, ils vont se promener, comme ici, on voit, il y a beaucoup d'occurrences dans le parc algonquin en Ontario. C'est là d'ailleurs qu'il y en a le plus. Et eux, ils ne l'appellent pas le loup de l'Est, mais le loup algonquin, même en Ontario. Et puis là, il y en a un peu dans la réserve faunique de la Vérandrie, le parc Mont-Tremblant, la réserve faunique Papineau-Labelle, le parc La Mauricie. Alors, ils peuvent, comme ça aussi, se promener d'un habitat semblable à l'autre, une grande forêt qui se ressemble. Les habitats fragmentés, par contre, c'est des petits bouts de... On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça représente. Regardez, on voit ici, en haut, il y a une image là, toute verte. Là, ça veut dire, mettons, un habitat naturel. Puis là, il y a quelques maisons qui se construisent en beige, là, puis quelques routes. Plusieurs années plus tard, plus de maisons, plus de routes. Plusieurs années plus tard, encore plus de maisons, plus de routes. Puis finalement, qu'est-ce qui reste au bout? Ce sont des petits bouts de forêt avec beaucoup de maisons et beaucoup de routes. Regardez ce que ça donne. Alors, on voit par exemple une forêt, une grande forêt comme ça d'intérieur qui devient coupée en deux petits bouts de forêt. Il y a des espèces comme le loup, comme l'ours noir, qui ont besoin d'espaces de forêt d'intérieur et qui ne vivent pas sur la lisière des petites forêts. Mais d'autres espèces, ils vont très bien y vivre, comme le cerf de Virginie, le coyote est un bon exemple. Eux autres vont s'adapter à ces conditions-là. Mais pour le loup, c'est particulièrement difficile. Regardez, par exemple, un habitat comme ça, là, le loup ne pourrait pas y vivre. C'est trop un petit bout de forêt là, entouré de maisons et de routes. Alors ça, c'est une menace pour les loups qui vivent dans cet habitat qui est très, très morcelé, très fragmenté. D'ailleurs, les routes, c'est un facteur de mortalité quand même important chez les loups parce qu'ils se déplacent beaucoup. Sur notre projet de recherche, nous, on a un loup qui est mort d'un accident routier, pas très loin du parc, sur le chemin du lac supérieur.
Les activités de foresterie, oui, c'est vrai qu'au début, au tout début, les loups vont s'éloigner, il n'y aura pas grand-chose, mais c'est vrai qu'après ça, ça va repousser, ça va attirer même les cervidés et les ongulés. Mais ce qu'on ne pense pas parfois, c'est que la foresterie, mais ça fait beaucoup de chemins. Et les chemins, ça fait des moyens, par exemple, pour les chasseurs, piégeurs qui vont pouvoir entrer, ou par exemple, les coyotes aussi. Ça va faire des portes d'entrée pour le coyote à ce moment-là. La chasse, c'est une cause de mortalité. Pas si importante que ça, mais quand même, ça n'est une chez le loup. Il est considéré comme un petit gibier. Alors, un permis de chasse petit gibier peut fonctionner. Mais généralement, on ne va pas le chasser parce qu'on tue le loup, dans le fond, pour sa fourrure. Mais parfois, il y a des chasseurs qui se sentent menacés sur leur territoire de chasse et qui peuvent, par exemple, s'en débarrasser. Le piégeage. Alors, le piégeage, c'est la plus grande cause de mortalité chez les loups. Pas parce qu'ils s'en piègent énormément, mais c'est quand même la cause de mortalité la plus importante. Il y a 5 de nos 21 canidés qui est mort de cette façon-là, par piégeage. Donc, au Québec, le piégeage, c'est possible avec un permis et un petit cours de piégeage. Et il n'y a pas de limite de prise, il n'y a pas de quota, en fait, de prise à ce moment-là. Ce qui est difficile aussi parfois de savoir, est-ce que c'est important, est-ce qu'il y en a beaucoup? Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a plusieurs piégeurs qui vont déclarer la fourrure comme un coyote. Comme on a vu tantôt, l'espèce, le coyote et le loup de l'Est se ressemblent quand même beaucoup. Alors, parfois, ils vont le déclarer comme coyote. Parfois aussi, il y a des piégeurs qui ne sont pas obligés non plus de déclarer la fourrure si elle n'est pas sur le marché commercial. Ce n'est pas nécessairement obligatoire à déclarer. Plus de ça, il y a aussi le braconnage. Bien sûr, le braconnage, c'est difficile de dire un chiffre là-dessus parce que c'est quand même assez secret, mais on sait que ça existe, que c'est une possibilité également. Autre menace importante, c'est l'hybridation avec le coyote de l'Est. Alors, toutes les causes de mortalité qu'on a vues au début, donc, et la dispersion et le grand domaine vital des loups, ça les rend très vulnérables et donc un taux de mortalité assez élevé. À ce moment-là, ça cause des déséquilibres dans la structure des meutes. Et souvent, les loups vont, en l'absence, par exemple, d'un partenaire de leur espèce, vont s'accoupler avec le coyote. Et ça devient de plus en plus difficile même de différencier les deux, le coyote du loup de l'Est. Il y a quand même beaucoup d'hybridation dans le sud de la province. Il y a un document qui est sorti, qui a été fait par le gouvernement, Identification génétique et répartition spatiale des grands canidés sauvages au Québec, et qui dit bien clairement là-dedans que c'est de plus en plus difficile de différencier un loup de l'Est d'un coyote de l'Est sur les simples critères morphologiques. Alors, physique, c'est difficile, donc ça demande presque toujours des analyses génétiques. Et comment on sait si c'est un loup ou un coyote? Ça va être qu'il va y avoir 80% des gènes de l'espèce. Alors, c'est ça qui nous dit, en fait, que c'est un loup de l'Est ou un coyote. Mais il n'y a pas seulement ces critères-là quand même pour différencier les deux espèces, il y a aussi des différences dans leur comportement, dans leur préférence de l'habitat aussi. Il ne faut pas négliger ça aussi, c'est dans leur préférence de proie aussi et dans leur comportement aussi. Alors ça, plus il y a d'hybridation, plus les gènes du loup se diluent et ça pourrait même éventuellement faire disparaître l'espèce. Et ça se fait, ce qui est différent peut-être de l'histoire dans l'évolution des animaux, c'est que ça se fait à une vitesse très, très rapide et que c'est causé par les activités, les perturbations par les activités humaines. Donc, c'est ça qui est vraiment un peu épeurant, la vitesse à laquelle ça se crée. Les pistes de solutions. Alors, au Parc national du Mont-Tremblant, suite à ce projet-là, on a fait un plan de protection des loups. Alors, principalement, ça consiste à créer une zone périphérique de protection durant les
périodes des tanières, par exemple, et des sites de rendez-vous, qui sont des périodes plus fragiles, plus sensibles. Alors, durant ces périodes-là, quand on a identifié les zones de tanières et de sites de rendez-vous, on va faire un périmètre de protection de plusieurs centaines de mètres. Alors, on va interdire, par exemple, des activités dans ce périmètre-là. Autre chose aussi, on a créé un plan de communication pour la conservation du loup en zone périphérique pour donc faire mieux connaître le loup et son rôle écologique. Cette causerie en fait partie. On a aussi créé des panneaux d'interprétation en début des sentiers les plus fréquentés en périphérie du parc. On a aussi publié des chroniques dans les journaux locaux de la Naudière, des Laurentides. On a fait aussi des affiches, des panneaux routiers. Donc, on est allé aussi rencontrer des élèves dans les écoles. On a rencontré plusieurs municipalités aussi. Alors, les loups sont amenés à se déplacer beaucoup, comme on l'a vu tantôt, même pour leurs besoins et leur cycle biologique, pour aller à la recherche de leur proie et tout ça, mais encore plus avec les perturbations des activités humaines, les loups sont amenés à se déplacer encore plus qu'avant. Puis avec les changements climatiques aussi, il est reconnu que les espèces vont changer de niche écologique en allant vers le nord d'environ 45 km par décennie. Donc, pour ça, les animaux ont besoin de vraiment des corridors de nature pour pouvoir se déplacer et combler leurs besoins, soit de dispersion, soit d'alimentation. Puis la dispersion, là, pour les loups, c'est quand même très important. Tantôt, on a vu qu'ils se déplaçaient beaucoup. Ça augmente les dangers, bien sûr, mais c'est très, très important pour le flux génétique de l'espèce de pouvoir disperser ces gènes plus loin, parce que la consanguinité, c'est très mauvais pour la santé de l'espèce. Donc, il faut leur permettre, bien sûr, de se déplacer comme ceci pour permettre une bonne santé. Alors, comme tantôt, Josiane l'a présenté, donc, ça, c'est le portrait des corridors écologiques, des projets qui sont faits dans le nord des États-Unis et le sud du Québec et de l'Ontario. On voit un petit peu le portrait et les différents organismes qui sont impliqués. Dans notre région, c'est ça, comme elle l'a mentionné, il y a Éco-Corridor Laurentien. Puis dans la région de Lanaudière, qui touche aussi au parc, il y a Fiducie Écosystème Lanaudière qui s'implique aussi beaucoup pour aménager et créer ces corridors essentiels aux espèces. Alors ça, c'est la modélisation là, de l'éco-corridor laurentien là, avec les îlots là, de verdure qui sont déjà présents sur le territoire entre le Parc national du Mont-Tremblant et le Parc d'Oka. Donc, on essaie de réunir ces territoires qui sont déjà protégés avec des corridors, avec de bons potentiels d'habitat pour la faune. Alors, ça, c'est les principaux acteurs dans notre région. Conservation de la Nature Canada vraiment coordonne un peu tous ces projets-là au Québec et ailleurs au Canada, en Ontario aussi, pour notre région. Alors, ça, c'est un exemple, donc un corridor écologique avec un obstacle et il peut y avoir des beaux passages fauniques comme ça. Ça, c'était fait dans le Parc national de Banff. Il y en a aussi sous les routes. Il y en a qui doutent des fois, qui disent « Ah, c'est-tu vrai, les animaux vont-tu vraiment passer là? » Oui, parfois ça peut prendre du temps, parfois même une année avant que certaines espèces s'habituent, mais après ça, c'est vraiment efficace, ça fonctionne. Je vais vous montrer un petit film ici. Ça, c'était fait aux États-Unis. Juste pour voir. Attendez un instant, je m'excuse. Je recule.
Eh bien, pour conclure, ben, on a vu que les loups sont importants pour garder l'équilibre des écosystèmes et que sa présence ne menace pas le gibier des chasseurs. Sa présence ne nous empêche pas non plus de faire des belles activités de plein air. Au Parc national du Mont-Tremblant, les études pour mieux connaître les loups se poursuivent grâce à des caméras trappes, entre autres, qu'on a positionnées à certains endroits stratégiques. Et puis, par contre, on a vu que sa protection ne dépend pas seulement du parc. Elle nous concerne tous. Vous pouvez vous impliquer pour aider les organismes qui sont engagés à la protection des milieux naturels et de la biodiversité, comme Éco-Corridor Laurentien en fait partie. Et la première différence que tout le monde peut faire ce soir, c'est d'arrêter de croire aux grands méchants loups. Ça va donner une vision plus réaliste et plus positive de cet animal magnifique qu'est le loup. Et si je vous ai donné le goût d'en connaître plus, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça à connaître, ça c'est un petit résumé, bien, cet hiver, on a créé un site Internet, dans le fond, une page Internet qui est sur le site du Parc national du Mont-Tremblant, sous l'onglet « Les loups du Parc national du Mont-Tremblant ». Et vous pouvez avoir beaucoup de détails, beaucoup de choses à apprendre sur les loups du parc, de la région. Il y a aussi une belle bibliographie avec toutes sortes de documents que vous pouvez consulter, puis des bons livres aussi qui sont bien documentés. Donc, voilà, je vous invite à vous y intéresser. Si ça vous tente d'aller plus loin, c'est vraiment intéressant comme sujet. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre participation. Et puis, si vous avez des questions, bien, ça va me faire plaisir.